Bienvenue, chers téléspectateurs, dans un nouvel épisode de votre émission Depuis le Caire. Le thème d'aujourd'hui se rapporte à l'accord de paix historique signé entre Israël, les Émirats arabes unis et Bahreïn, une nouvelle opportunité de paix au Proche-Orient. Chers téléspectateurs, un message de paix et de tolérance a été envoyé au monde entier par cet accord de paix historique signé récemment entre Bahreïn, les Émirats arabes unis et Israël. Cet accord est un exploit historique de grande envergure visant à parvenir à une paix globale dans la région du Moyen-Orient et réaliser les aspirations de ces peuples en matière de sécurité, de stabilité, de prospérité et de développement et consolider l'esprit de coexistence entre ces peuples. Les pays arabes cherchent à travers ces accords à soutenir la cause palestinienne d'une manière ou d'une autre, ainsi qu'à apaiser la situation dans la région du Moyen-Orient. Cet accord avec Israël n'a pas été le premier, car l'Égypte a été le premier pays arabe qui a signé un accord de paix avec Israël le 26 mars 1979, sous le parrainage des États-Unis. Puis est venu l'accord de reconnaissance mutuelle entre Israël et l'Organisation de libération nationale palestinienne, l'OLP, qui a été signé sous le nom du processus de paix d'Oslo et qui a été suivi par le traité de paix israélo-jordanien connu sous le nom d'accord de Wadi Araba le 26 octobre 1994. Pour éclairer ce sujet et approfondir le débat sur ces différents aspects, je suis honoré d'inviter M. Tarek Fahmy, professeur de sciences politiques de l'Université du Caire. Et je suis également honoré d'inviter mon collègue M. Ashraf Aboulhaoul, directeur de la publication du journal Al-Ahram et écrivain spécialiste de la question palestinienne. Monsieur Tarek, quelle est votre lecture de cet accord de paix signé entre les Émirats arabes unis, Bahreïn et Israël ? Certes, c'est un accord de grande envergure qui vise à faire évoluer la situation stagnante de la cause palestinienne et aussi à promouvoir l'ouverture du monde arabe sur Israël. Il y avait des accords similaires antérieurs comme Camp David et Wadi Araba. Ce dernier accord achève la voie du processus de paix et de règlement au Moyen-Orient. Cet accord ouvre la porte à de multiples accords économiques et d'investissement, dont certains ont déjà vu le jour. Il est prévu que cet accord inaugurera une nouvelle phase dans les relations arabo-israéliennes dans l'avenir, tout en mettant bien sûr l'accent sur les constantes arabes concernant le dossier palestinien et l'idée du conservatisme arabe. D'accord. Monsieur Tarek, pensez-vous que ça va être le début d'une normalisation par étapes des pays arabes avec Israël ? Et il y a des pays qui vont adhérer probablement à ce processus de paix dans la région, comme le Sultanat d'Oman ou le Soudan, et pourquoi pas peut-être d'autres pays encore. Ce sont des prévisions. Bien sûr, certains pays arabes ont les yeux rivés sur Israël, ce qui aura un impact positif. Cet accord a été considéré comme une phase décisive et un acte courageux par les Émirats arabes unis. Et par conséquent, il est prévu que l'investissement ira de pair avec la préservation et la garantie des droits des Palestiniens. Je pense donc qu'il y a une sorte d'entente dans ce cadre, malgré toutes les réserves émises sur le processus de paix actuellement et la nécessité d'une initiative arabe pour promouvoir une solution arabe. D'accord. Monsieur Ashraf, selon votre lecture, où réside l'importance de cet accord ? Certes, il y a de nombreuses raisons pour les Émirats arabes unis qui s'inquiètent de l'Iran, qui menacent les Émirats arabes unis, Bahreïn et l'Arabie saoudite, puisque tout le monde est conscient de l'ingérence iranienne dans la région. Aussi, certains pensent que le conflit israélo-arabe a épuisé les pays arabes et peut-être semé le chaos dans certains de ces pays, comme la Syrie, l'Irak, la Libye et avant eux l'Égypte. Ainsi, Israël est devenu partie intégrante de la région et par conséquent, nous ne sommes pas contre ce choix émirati,
Alors pourquoi n'aurait-il pas vraiment un accord de paix? Peut-être que cela fera pression sur Israël pour qu'il s'engage davantage dans un accord de paix avec les Palestiniens. Surtout que les Émirats arabes unis ont exigé que les Israéliens suspendent le processus d'annexion de 30% de la Cisjordanie, y compris l'annexion de la vallée du Jourdain, qui est considérée comme une terre agricole très fertile par les Palestiniens. D'accord. Monsieur Tariq, quels sont les acquis dont pourraient bénéficier les pays arabes en signant de tels accords avec Israël? En fait, ces projets ne concernent pas seulement la paix économique. Ils font également face à des défis et des risques dans la région. Nous avons été témoins de ceci lors de la crise du coronavirus. Aussi, la prévision de certains risques biologiques nécessitera donc un renforcement de la coopération entre les complexes de laboratoires de recherche scientifique des pays arabes et d'Israël. Il y a aujourd'hui une résurrection des idées proposées par Shimon Peres au début des années 90 dans son livre Nouveau Moyen-Orient et dans lequel il proposait l'idée de construire une nouvelle région basée sur la Silicon Wadi, la conjugaison du génie et de la haute technologie israélienne avec la main-d'œuvre et le capital arabe. Les projets qui seront développés au cours des 13 prochains mois sont liés à la paix, à la mise en place de centres de systèmes d'alerte précoces qui sont un moyen de réduction des risques naturels. Ces projets sont liés également à la constitution de banques arabo-israéliennes et à la mise en relation des institutions scientifiques, techniques et technologiques entre Israël et les pays arabes. C'est la conception de l'idée de la paix économique, et donc pas seulement de la paix politique, comme l'a souligné le professeur Ashraf dans le contexte actuel, et comme prolongement de ce qu'il a mentionné. Il y a aussi l'éclosion des projets économiques, d'investissement et commerciaux. Et bien sûr, comme l'a mentionné mon collègue, le plus grand danger reste l'Iran, puis l'enjeu turc et les enjeux régionaux. Et pour faire face à ces enjeux, une coordination arabo-arabe s'avère nécessaire. Les Émirats arabes unis représentent un centre culturel et politique qui sème des idées de tolérance entre les peuples et les langues. Aujourd'hui, ils transmettent au monde un message important selon lequel les sociétés arabes s'orientent vers un changement en se fondant sur l'idée d'intérêt commun et d'expérience mutuelle dans tous les domaines scientifiques et technologiques. Monsieur Tariq, Israël estime que l'établissement de relations politiques normales avec les pays arabes est un objectif stratégique. Quel profit tireront les pays arabes en signant des accords de paix avec Israël, malgré sa poursuite de l'occupation de la Palestine? Je tiens à vous dire que le Premier ministre israélien s'est toujours vanté avant et après les élections israéliennes que son pays entretenait des relations discrètes avec 10 pays arabes. Israël établissait des relations avec le Tchad, puis des représentations diplomatiques ont été ouvertes dans ces deux pays. Après cela, le Premier ministre israélien s'est rendu en visite dans un certain nombre de pays africains, comme vous le savez, dans le bassin du Nil, par exemple. Par conséquent, Israël a emprunté deux voies, une voie africaine et une voie arabe. Et en même temps, elle a effectué une percée dans les positions arabes et israéliennes. Permettez-moi de vous rappeler l'époque des années 90, quand Israël avait établi des relations relatives au processus de paix lancé à Madrid dans le cadre de négociations multilatérales au sein de 5 commissions principales liées à l'eau, à l'environnement, aux réfugiés, aux colonies et aux frontières. Et toutes ces questions ont été débattues. Nous remarquons qu'il n'y a rien de nouveau dans ce contexte, sauf que dans cette nouvelle phase, Israël essaye d'être reconnu par les pays arabes. Israël doit présenter ses lettres de créance à la région, puisque nous, en tant que pays arabes, nous n'allons pas donner à Israël un chèque en blanc comme certains l'imaginent. Mais il y a plutôt des conditions à remplir pour le rétablissement d'Israël dans la région,
non pas d'État à État, c'est-à-dire que l'Égypte, en établissant la paix avec l'État d'Israël, n'a pas réussi à établir pendant toutes ces années une paix entre les deux peuples, et c'était aussi le cas pour la Jordanie. C'est ce que nous appelons la paix froide. Effectivement, la paix froide. De même, la Jordanie a de nombreux désaccords qui n'ont pas encore été résolus, tels que la vallée du Jourdain, El Ralm et El Bakoura, qui sont en négociation, et puis le canal de Bahreïn, le conflit d'importation de gaz d'Israël. Nous ne voulons pas ouvrir ces dossiers liés aux relations arabo-israéliennes, mais naturellement. C'est-à-dire qu'on façonne l'avenir. Oui, tout à fait. En fait, l'Égypte et la Jordanie, qui ont une expérience à cet égard, n'ont pas présenté à Israël un chèque en blanc. De même, je pense que chaque pays arabe qui établira des relations avec Israël suivra cette approche et il y aura des critères importants qu'Israël devra respecter dans la région pour qu'elle soit acceptée, comme quitter les terres arabes occupées car Israël n'a pas de capitale reconnue. Et concernant le jumelage, il n'y a pas encore de décision entre Tel Aviv et Jérusalem. Il y a beaucoup de choses qu'Israël doit faire pour être accepté et reconnu en tant qu'État dans la région, hormis le niveau économique et celui d'investissement. La normalisation avec Israël n'est pas gratuite. Ce n'est pas un chèque en blanc. Par conséquent, les pays qui établiront des relations avec Israël placeront au premier plan de leurs priorités la question palestinienne, quelle que soit la position de chaque pays, jusqu'à ce qu'elle quitte les territoires arabes occupés pour être traitée d'une autre manière. D'accord, chers téléspectateurs, nous poursuivons cette discussion après une courte pause. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour pour la suite de votre émission. Monsieur Achraf, que doit-on attendre au cours de la période à venir pour résoudre la situation gelée entre Israël et les Palestiniens? Je pense qu'il y a de sérieuses actions menées pour reprendre les négociations israélo-palestiniennes malgré l'opposition palestinienne envers ces accords de paix entre les Émirats, Israël et Bahreïn. Et malgré le fait que ces accords continuent ou contiennent un aspect positif pour les Palestiniens et l'engagement d'Israël de geler la construction de colonies pendant une période, et donc la condition préalable des Palestiniens qui se reflète dans la cessation de l'annexion par Israël pour reprendre les négociations a été remplie. Ces négociations ont déjà commencé à travers la réunion quadripartite qui a eu lieu à Amman via visioconférence en Jordanie, ayant réuni le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Choukri, son homologue jordanien Ayman Safadi, le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas et le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. La participation des deux ministres européens était sous mandat de l'Union européenne et les États-Unis pour pousser les Israéliens et les Palestiniens à s'asseoir autour de la table des négociations. Dans le même temps, le président palestinien Mahmoud Abbas Abou Mazin s'est exprimé devant l'Assemblée générale des Nations unies le 25 du mois dernier, demandant aux Nations unies la tenue prochaine en 2021 d'une conférence de paix globale avec la participation de tous les acteurs internationaux. Je pense que toutes ces indications suggèrent la possibilité de reprendre les négociations. Et je vois que les Palestiniens craignent le retard de ces négociations à la lumière de cette précipitation d'Israël à établir des relations avec davantage de pays arabes. Pensez-vous, Monsieur Tariq, que ce dernier accord entre les Émirats arabes unis, Bahreïn et Israël puisse contribuer à arrêter le projet de colonisation israélienne dans les territoires palestiniens? Pour être honnête, il est difficile d'y parvenir puisque ce projet est intégré. Il y avait un plan de judaïsation de Jérusalem 2020 qui a été annoncé depuis 2003.
Puis il a été annoncé au cours des derniers mois un plan dit 75-20 pour judaïser toutes les zones de Jérusalem. Et bien sûr, il y a un plan israélien satanique qui est en cours de réalisation, lié au transfert de milliers de familles de Jérusalem, dans le but de vider la région de Jérusalem et de ses environs. Comme vous le savez, la Jordanie est gardienne des lieux saints musulmans de Jérusalem, selon un accord entre les trois parties, israéliennes, palestiniennes et jordaniennes. Et donc cet accord est toujours valable et est toujours en cours d'application. Mais les récentes procédures israéliennes ont confirmé le début de la reprise de la construction de logements coloniaux par Israël. Cette dernière investit maintenant dans des colonies verticales et horizontales le long des zones de Jérusalem et de ses environs, en changeant les noms des rues et des routes de contournement. Par conséquent, il est difficile de dire qu'Israël, dans la situation actuelle, peut geler ce projet de colonisation. À mon avis, la décision de suspendre ou de geler l'annexion est liée à d'autres questions en rapport avec l'objection et la réticence des services de renseignement de mettre en œuvre ce plan et avec la présence d'objections de la part d'entreprises et d'un certain nombre de ministères israéliens, car le coût de l'annexion est très élevé au vu du budget israélien. Il souffre actuellement d'un défaut structurel lié aux répercussions de la crise du coronavirus, en plus de la difficulté à mettre en œuvre la décision d'annexer des milliers de logements palestiniens. Il y a des dizaines d'obstacles qui empêchent la mise en œuvre de l'idée d'annexion sur le terrain, et donc même si Israël pense à l'annexion ultérieurement, ce ne sera qu'une décision qui restera sur le papier et n'entrera pas en vigueur. En plus du fait que le gouvernement actuel est un gouvernement faible qui est mis à rude épreuve, et peut-être Israël ira dans la voie de nouvelles élections. La société israélienne vit au rythme des manifestations et du manque de vision, et donc à mon avis, ces questions vont retarder la mise en œuvre d'autres traités de paix au niveau arabe, car il y a des préoccupations signifiantes avec qui allons-nous traiter dans la période à venir. Il est certain que les pays arabes réexamineront leur position à l'égard d'Israël. Mais nous avons remarqué une volonté américaine stricte envers la signature de ces accords de paix. Parce que ce sujet est lié aux calculs électoraux du président américain Donald Trump en personne. Il y a une poussée dans cette direction pour investir et changer le cours de la campagne électorale du président américain. Comme vous le savez, le département américain n'a pas obtenu de succès significatif concernant le dossier iranien et n'a pas réussi à mener à bien le chemin des négociations avec la Corée du Nord. Elle n'a pas réussi à gérer la crise du coronavirus. Non, avec la crise du coronavirus non plus. L'administration Trump a remporté quelques succès au cours des 2 premières années et le Moyen-Orient, comme vous le savez, est un dossier qui concerne tout président américain. Si Trump parvient à cet accomplissement de paix, il aura gagné non seulement auprès du lobby juif en Amérique, mais aussi auprès de tous les segments de la société américaine. Trump se présente à nouveau comme le président qui a réalisé ce qu'aucun président n'a réalisé auparavant. Il veut rappeler au peuple que c'est une sorte de Jimmy Carter II qui avait réussi à faire signer un accord de paix entre l'Égypte et Israël à Camp David. Monsieur Ashraf, pensez-vous que cet accord est une étape qui va permettre la restauration des droits du peuple palestinien? Je ne pense pas que cet accord seul fera restaurer les droits du peuple palestinien, mais d'autres plans devront suivre. Il va falloir prendre des mesures liées à la partie palestinienne et à sa capacité à s'engager, car une grande partie du problème de la période écoulée était due au fait que les Palestiniens refusaient de s'asseoir à la table des négociations et d'exiger d'abord qu'Israël arrête la construction des colonies. Professeur Tarek, ces accords, comme le prévoient les analystes, vont permettre de bénéficier de l'argent des pays arabes riches et de la technologie israélienne pour développer la coopération entre les deux parties. Est-ce que c'est vrai?
La question est liée à une équation difficile établie par Shimon Peres au début des années 90. Mais aujourd'hui, il y a un certain nombre de ministres dans le gouvernement israélien, tels que Israel Katz et Aryeh Deri, qui sont les ingénieurs de ce projet étatique. Ils veulent utiliser le capital arabe au profit d'Israël à différents niveaux. Il y a un plan israélien intégré que je souhaitais qu'il soit lu par les Arabes. Une partie de ce plan est liée à la construction du Moyen-Orient israélien. Il repose sur certains piliers et donc une partie est consacrée à des projets urgents qui nécessitent de changer la forme de la région. Des projets de gaz, d'extension des opérations commerciales, en reliant les ports arabes à Israël et en transformant Israël en un centre mondial d'énergie et de commerce, au vu du contexte de la Méditerranée orientale et des conflits majeurs sur le gaz. Il existe un gazoduc reliant la Grèce, Chypre et Israël qui est membre du Forum méditerranéen du gaz, qui est récemment devenu une organisation régionale. Par conséquent, Israël considère que cette question conduira le monde arabe à une autre étape et la question sérieuse qu'il convient de mentionner est la transformation de la Ligue arabe en une Ligue du Moyen-Orient et donc la transformation de la question de la sécurité régionale arabe en la sécurité du Moyen-Orient. En conséquence, il y a des enjeux importants au niveau du monde arabe, de l'Est vers l'Ouest. Nous devons garder présent à l'esprit qu'Israël souhaite aujourd'hui transformer la Ligue arabe en une Ligue du Moyen-Orient. Il y a donc des craintes et des risques quant à la structure actuelle de la Ligue arabe. Permettez-moi de vous rappeler que le sommet arabe n'a pas eu lieu en Algérie comme c'était prévu. Et c'était inédit, car il était possible de tenir un sommet virtuel, mais cela n'a pas été le cas. Un autre point est à signaler, il concerne le Moyen-Orient, car l'environnement politique, stratégique et sécuritaire dans la région va changer. Par conséquent, l'environnement arabe, qui concerne la sécurité nationale des Arabes, et les défis communs peut changer avec le temps au Moyen-Orient et par conséquent, nous, en tant qu'Arabes, devons aujourd'hui formuler une vision arabe pour relever tous les défis vis-à-vis d'Israël et aussi vis-à-vis des enjeux régionaux qui pourraient affecter notre sécurité nationale arabe. Et l'Égypte a toutes les options à gérer cela si la sécurité nationale arabe est menacée. En effet, professeur Ashraf, l'initiative de paix arabe de 2002 reposait sur la terre contre la paix. Mais aujourd'hui, comme l'a dit Netanyahou, la paix contre la paix. Pensez-vous que l'équation a changé? Certes, l'équation a beaucoup changé car la puissance de l'Iran et sa menace des États du Golfe en 2002 n'avaient pas la même ampleur qu'aujourd'hui. Et les États-Unis d'Amérique, à cette époque, étaient encore fortement impliqués dans la région. Et il y avait des promesses américaines en cette période de la part de George Bush. C'est lui qui a proposé le plan de la feuille de route à l'époque. Et si on compare le plan de la feuille de route à l'accord du siècle, on remarquera peut-être que c'était beaucoup mieux. Mais les choses ont fortement changé après le printemps arabe et après la fragmentation des pays arabes. Au cours de l'année 2002, l'Irak, la Syrie, la Libye et le Yémen étaient tous des pays stables et l'Algérie l'était aussi. De nombreux pays arabes sont sortis de cette liste. Pas nombreux, mais des pays solides qui ont su affronter la situation. En revanche, les Palestiniens n'ont pas assez bougé pour faire avancer ce dossier. Israël a gagné sur le terrain et a adopté l'idée de paix économique que Netanyahou a mis en pratique avec les Palestiniens depuis qu'il a pris le pouvoir en 1996, ce qui a amélioré leur niveau de vie et la situation économique. Et puis, une nouvelle idée liée à la paix abrahamique a pris place, qui nécessite de rassembler les enfants et les petits-enfants d'Abraham, que la paix soit sur lui, pour que la paix règne dans la région.
Les Israéliens ont toujours cru que les ouvriers palestiniens sont eux qui ont construit Israël et les colonies, quand ils recevaient de bons salaires, alors pourquoi ne pas aider toute la région en établissant un partenariat économique qui permettrait l'établissement de la paix et l'acceptation de la vision d'Israël? C'est la fin de cet épisode. Nous remercions M. Tariq Fahmy, professeur de sciences politiques. Merci infiniment. Nous remercions également M. Ashraf Aboulhaoul, directeur de publication du journal Al-Ahram. Et chers téléspectateurs, notre rendez-vous se renouvellera la semaine prochaine. À bientôt.